Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et il a dit « Nous partageons le même objectif que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire ». Pour parler justement de dissuasion nucléaire, j'accueille sur ce plateau Ronald Datto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste de sécurité internationale. Et j'accueille aussi Fahimeh Robiol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ex-ingénieur en Iran et au commissariat à l'énergie atomique. Vous êtes aussi franco-iranienne. Évidemment, on va reparler de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. On va aller tout de suite sur le terrain de ce qui s'est dit aujourd'hui à La Haye, au sommet de l'OTAN aux Pays-Bas. Ce sera d'ailleurs la deuxième partie de notre émission tout à l'heure. Mais on revient sur le nucléaire. Écoutez ce qu'a dit Donald Trump tout à l'heure. On l'écoute et on en parle juste après. C'est la dernière chose que veut faire l'Iran, c'est d'enrichir de l'uranium. Je peux vous le garantir. Après avoir traversé tout cela, l'Iran ne peut pas se dire « Bon, allez, allons construire une bombe ». Alors, peut-être ça se produira à l'avenir, mais quelqu'un à notre place se dira non, impossible. Et puis, je peux vous le garantir, l'Iran ne se dotera pas de la bombe, n'enrichirait pas de l'uranium. Alors, est-ce qu'on peut prendre Donald Trump au mot? Est-ce que, en tout cas, là, l'Iran n'est pas prêt d'avoir la bombe? Est-ce que le gendarme américain a une nouvelle fois frappé? Allez, Fahimeh, j'en prie. Alors, deux choses. Premièrement, aujourd'hui, on ne sait pas les frappes qui ont été effectuées. Est-ce que ça détruit quelque chose en ce qui concerne l'uranium enrichi? On va aborder cette question-là après, justement, pour aller dans le détail. Quant à ce matin, il y a le président du Parlement iranien qui est tout content, a dit que tout est en place comme il faut et qu'on va continuer à faire des armes nucléaires et qu'on va également créer une sorte de business pour le vendre à l'extérieur. Donc il faut mettre ces deux paroles l'un en face de l'autre. Et on va voir qu'effectivement, il y a eu des déclarations assez confuses. Hein. On va revenir là-dessus, Ronald Datto. Écoutez, c'est difficile avec Donald Trump, c'est toujours tout est fantastique. Je serais un peu moins optimiste que lui. Je suis pas convaincu que les frappes américaines ont réussi à détruire le fonctionnement. Ils ont sûrement endommagé le site de Fordo en particulier. Mais à mon avis, pour l'instant, on n'a pas de preuves formelles. D'ailleurs, le président Trump est fâché parce que CNN a rapporté que Fordo, finalement, n'aurait pas été détruit. Donc, difficile de répondre par l'affirmative ou la négative à votre question. Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. On en parle juste après. On va aller sur ce qu'on peut voir du terrain. Là, ce n'est pas forcément très précis. Regardez ce sujet de Maris Burgo, diffusé dans notre journal de 20h il y a quelques instants, sur les destructions des sites nucléaires iraniens. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et vous allez voir, rien n'est moins sûr. C'est une agence du département américain de la Défense qui l'écrit. Les frappes sur l'Iran n'ont retardé que de quelques mois le programme nucléaire de ce pays. Le document est confidentiel, mais cité par deux grands médias américains, dont CNN, qui en fait ses titres. Selon ce rapport, les bombes américaines ont explosé avant d'atteindre les bâtiments souterrains et les centrifugeuses. Alors justement, Ronald, voilà quelques mois pour les services de renseignement américains, en tout cas selon une fuite, évidemment des décennies pour Donald Trump, ce que vous disiez. Donald Trump, on est toujours dans les superlatifs. Oui, même pour la réunion de l'OTAN, dont on parlera peut-être plus tard, c'était fantastique, encore une fois. La fameuse bombe, j'en discutais avant d'entrer en plateau. J'ai un petit graphique que j'utilisais à Sciences Po il y a déjà plusieurs années sur la GBU 57. Il y a des limitations à cette bombe selon... Alors montrez-le comme ça, là, notre caméra va vous suivre. Voilà, GBU 57, selon le type de béton armé, 60 mètres, c'est du béton renforcé à ce qu'on appelle 5000 pounds per square inch, 5000 livres au pouce carré. Pardonnez-moi, je ne fais pas Enfin, ça veut dire que c'est sur quasiment quelques centimètres carrés, ça résiste à une pression énorme. Du béton relativement, qui n'est pas très solide. Si vous avez un béton 2 fois plus résistant, la capacité de pénétration, elle n'est que de 8 mètres.
Et si c'est de la roche de montagne, ce n'est que de 40 mètres. C'est la raison pour laquelle je pense que les B-2 ont dû probablement en larguer deux, une par-dessus l'autre. Avec un GPS, ils sont parfaitement capables de faire ça. On est même capable de le faire maintenant avec des obus d'artillerie de 155 mm Excalibur, à condition qu'il n'y ait pas de brouillage électronique. Donc, il n'y a rien de moins sûr. On a parlé, c'est une monstrueuse bombe de 13 tonnes. C'est vrai que c'est énorme, mais pour attaquer une cible qui est bien enterrée, bien protégée, probablement renforcée avec de l'acier, je ne suis pas convaincu que les GBU-57 puissent avoir endommagé... Fahimeh Robiol, vous qui êtes aussi une experte du nucléaire, évidemment, là, on est vraiment dans les suppositions, mais vous avez une expertise technique. Je précise que j'ai travaillé dans le nucléaire iranien, de la partie civile avant la Révolution. Mais par contre, on peut donner une petite avis par rapport à toutes ces déclarations-là. Ce matin, Trump a dit qu'on a envoyé des gars sur place et que ces gars-là ont confirmé que tout est disparu. Tout est disparu. Donc, à mon avis, tant qu'il y a des personnes, notamment les Israéliens, qui ont promis de faire le rapport clairement dans quelques jours qui viennent, pour aller sur place et vérifier, mesurer tout ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas précis. Je reviens sur CNN. Bon, je ne veux pas entrer dans les polémiques démocrates et les CNN associés aux démocrates. CNN, il y a 3 jours, a fait une interview avec Grossi, l'AIEA, et que Grossi lui aurait dit que le projet nucléaire iranien n'avait rien de militaire. Donc, vous voyez, on a des informations de partout. L'important, c'est de voir la vérité, où ça se trouve, et cette vérité ne pourrait pas être clarifiée tant qu'il y a des personnes qui vont aller, qui vont faire les photos, les mesures. La vérité va être dure à trouver. Juste, vous allez réagir, Ronald. Juste, on va voir. Regardez déjà cette image. On la commente en direct. Vous savez, c'était il y a quelques jours, le 19 juin. C'était la photo de ces 400 kg d'uranium transportés par camion, justement. J'allais dire évacué de la centrale de Fordo. Et vous en parliez à l'instant, Fahimeh. Qu'en a dit justement Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA. Vous allez voir que lui aussi est assez... c'est pas trop où se trouve tout cet uranium. Et ça, c'est vraiment une des grosses choses à éclaircir. On l'écoute et on en reparle juste après. L'AIEA a perdu visibilité de ce matériel à partir du moment où les hostilités ont commencé. On n'a aucune idée de l'endroit où il peut se trouver. Bon, en fait, moi, je ne voudrais pas donner l'impression que c'est perdu ou que c'est caché. Il faut dire que même s'il y a eu cette période de guerre ou d'hostilité, l'Iran a toujours une obligation de montrer aux inspecteurs de l'agence où se trouve le matériel. Ce que vous disiez, Fahimeh, enfin, tout ça, ce sera sur la bonne foi des uns et des autres, et notamment des Iraniens, s'ils laissent accès aux installations. Moi, je dirais, et je le répète parce que bon, j'ai connu bien l'AIEA, ça fait des années et des années qu'il fait les inspections. Ça fait des années qu'on sait qu'il va faire ces inspections avant d'arriver, parce qu'il parle de l'obligation, mais on parle de l'obligation en face d'un régime qui respecte les règles, les procédures au niveau international. Ce n'est pas le cas. Donc, chaque fois qu'il allait là-bas, dès qu'il voulait, il disait d'accord, il mettait la poussière sous le tapis, qui probablement a créé des contaminations nocives pour la population. Et dès qu'il partait, on enlevait les caméras. Donc, et depuis 2003 ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit justement, le président du Parlement iranien a dit oui, nous allons poursuivre le programme. Il y a eu d'autres déclarations iraniennes qui disaient non, nous avons eu de gros dégâts, de grosses destructions sur nos installations nucléaires. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire non, circuler, il n'y a plus rien à voir et par-dessous... c'est comme Trump, je pense, quand il disait je me donne 2 semaines pour réfléchir, alors que quelques jours auparavant, l'armée de l'air américaine avait commencé à déplacer des ravitailleurs aériens, des KC-135 et des KC-46. C'est mauvais signe. Quand vous avez tous ces ravitailleurs aériens en vol qui se rapprochent d'une région, c'est probablement pas juste pour... Donc, c'est peut-être la même chose que les Iraniens essaient de faire. On souffle le chaud et le froid, on dit une chose et son contraire.
Ce qu'il fallait, je pense qu'un des problèmes que nous avons actuellement, c'est qu'on ne peut pas faire, pardonnez-moi le terme anglais, de BDA, Battle Damage Assessment, c'est-à-dire que l'estimation des dégâts. En fait. Et donc, s'il y avait des commandos israéliens sur place, capables de filmer et de démontrer que c'est vraiment le site de Fordo, de Natanz ou d'Isfahan, on aurait enfin, si vous voulez, une évaluation plus proche de la réalité, mais là, pour l'instant, on n'a aucune preuve du niveau de dégâts. On voit bien qu'on est toujours dans le flou, et c'est aussi le principe de la dissuasion, même si l'Iran n'a pas encore la bombe nucléaire, mais ça reste le principe de la dissuasion, à quel point on en est proche. On va juste prendre un petit peu de hauteur, vous l'avez évoqué, sur la prolifération. Alors, je vais aller retrouver tout de suite Yael Khan. On va parler de ces pays aujourd'hui. Quels sont les pays qui ont la bombe atomique? Et puis, on va voir que ça peut justement peut-être se poursuivre. D'abord, Yael, tout simplement, bonsoir. Quels sont les pays qui aujourd'hui, en 2025, ont l'arme atomique? Bien écoutez, il y a 9 pays qui possèdent officiellement et officieusement l'arme nucléaire. Il y a tout d'abord les 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France ainsi que le Royaume-Uni. Mais il y a également 4 puissances nucléaires, à commencer par l'Inde ainsi que le Pakistan. Les 2 pays mènent des conflits depuis plusieurs années. Ils se sont donc dotés de l'arme nucléaire. Il y a également la Corée du Nord ainsi qu'Israël. L'État hébreu ne reconnaît pas officiellement avoir l'arme nucléaire, mais ne le dément pas non plus. Au total, il y a 12 241 ogives nucléaires dans le monde et 87% de ces ogives sont possédées par les États-Unis ainsi que la Russie. Ça fait quand même largement de quoi faire exploser la planète. Ce qui est très intéressant quand vous avez fait votre enquête, Yael, c'est que vous avez vu aussi qu'il y a des pays qui ont possédé l'arme nucléaire et ne l'ont plus aujourd'hui. Et oui, il y a en effet des pays qui ont renoncé, à commencer par l'Afrique du Sud. C'est le seul pays qui a fabriqué des bombes, puis les a volontairement démantelées. Elle a fabriqué ces bombes fin des années 70. Et il y a également les ex-républiques de l'URSS, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie. C'est en 1994 que ces pays renoncent à leurs arsenaux nucléaires en échange de sécurité de la part des Occidentaux. Alors, ce qu'il faut voir aussi, pour finir, Yael, c'est que, en fait, ce qu'on appelle la doctrine, l'emploi de ces armes nucléaires, dépend en fonction des doctrines de chaque pays. Exactement, la doctrine, elle est différente d'un pays à un autre. Il y a tout d'abord ceux qui ont indiqué qu'ils n'utiliseront jamais l'arme nucléaire en premier, mais seulement s'ils sont agressés. C'est le cas de la Chine. Concernant la France, Emmanuel Macron a indiqué que cet arsenal nucléaire, il était destiné à protéger la France et les Français contre toute menace d'origine étatique, contre nos intérêts vitaux, d'où qu'elle vienne et quelle qu'en soit la forme. Donc au-delà d'une menace nucléaire, concernant les États-Unis, la doctrine, elle est quelque peu différente, car leur arsenal, il est notamment destiné à protéger leurs alliés asiatiques ainsi qu'européens. Par exemple, les Belges ainsi que les Allemands ont dans leur avion militaire des bombes, mais seulement le président américain peut décider s'ils peuvent utiliser cette arme nucléaire. Puis il y a la Russie. Alors la Russie, avant, elle disait qu'elle n'utiliserait pas l'arme nucléaire contre un pays qui ne la possède pas, à savoir l'Ukraine. Mais depuis octobre 2024, sa doctrine, elle a changé. La Russie s'autorise à utiliser la bombe contre un pays non nucléaire s'il est soutenu par une puissance nucléaire. C'est aujourd'hui le cas de l'Ukraine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle. Les pays maintiennent une ambiguïté pour que ses adversaires ne savent pas quand l'utiliser ou non. C'est pour ça que les chefs d'État restent assez ambigus concernant leurs conditions d'utilisation. Merci Yael. Effectivement, même Emmanuel Macron n'a jamais donné de précision là-dessus. Là encore, ça fait partie de la dissuasion nucléaire. Yael l'évoquait, a parlé de l'Ukraine. Justement, on voit bien que l'Ukraine a dû se demander depuis 3 ans, est-ce qu'elle avait eu raison d'abandonner ses armes nucléaires au moment de la chute de l'Union soviétique. Et j'avais envie à tous les deux de vous poser la question, est-ce que ce qui se passe là, on a même parlé de l'Ukraine, mais évidemment l'Iran, ça ne peut pas donner des idées à d'autres pays, autres que ceux dont on vient de parler. Absolument. Est-ce que la Turquie, l'Arabie Saoudite, je ne sais pas, le Brésil... En fait,
Voilà. Le Brésil a déjà eu un programme nucléaire militaire, comme l'Argentine d'ailleurs. Et donc, à un moment donné, dans les années 80, ils ont décidé de laisser tomber d'un commun accord. Moi, à Sciences Po, dans mes cours d'études stratégiques, c'est ce que je dis à propos de l'agression russe sur l'Ukraine. C'est-à-dire, l'Ukraine, en 1994, l'Ukraine, le Bélarus et le Kazakhstan acceptent de rendre les armes nucléaires à la Russie en échange d'une soi-disant protection de la part des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui n'est jamais venue, en fait, ou d'une façon très indirecte. Moi, je pense que cette agression conduite sous la menace constante de l'utilisation potentielle de l'arme nucléaire affecte négativement ce qu'on appelle dans le jargon le tabou nucléaire. L'arme nucléaire est une arme tellement puissante qu'il y a, comme je viens de le dire, une espèce de tabou qui l'entoure, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas, on parle même pas de l'arme nucléaire de la même façon que d'une bombe conventionnelle, d'une arme conventionnelle, alors que Poutine, depuis 2014, brandit constamment le sabre nucléaire et, à mon avis, ça affaiblit justement le fameux tabou, ça banalise l'arme nucléaire et ça risque de donner des envies à... Vous parlez de la Turquie. Je suis un grand fan de la Turquie. J'avais commencé à prendre des cours de turc au Canada, mais je n'aime pas beaucoup Erdogan. Je trouve qu'il est dangereux et qu'il a une vision de grandeur. Et lui, par exemple, ça pourrait lui donner des idées. J'en discute avec les étudiants des fois. Je leur demande qu'arriverait-il si Erdogan avait l'arme nucléaire? Il y a des bombes nucléaires B-61 sur son territoire. Il y a une Incirlik, mais elles sont sous clé américaine. Elles sont américaines, oui. Mais s'il avait lui-même sa force nucléaire, ça peut donner des envies, c'est-à-dire conquérir en disant, si vous m'interdisez de continuer à occuper tel ou tel territoire, je vais recourir à l'arme nucléaire. Fahimi Robiol, on a parlé à Brésil, Turquie, Argentine, aussi en Asie. J'ai lu que le Japon se posait des questions, pas pour les fabriquer elles-mêmes, mais peut-être pour à nouveau abriter des bases des armes nucléaires américaines. La Corée du Sud, vous, votre regard justement d'ingénieur nucléaire, est-ce que là, on est dans un vrai risque de basculement vers une prolifération? Je pense qu'un pays qu'il ne faut pas oublier dans cette même région-là, c'est l'Arabie saoudite. Mm-hmm. Et que potentiellement, on a donné l'accord pour qu'il commence à le faire. Mais quand on donne l'accord pour commencer à le faire, on ne sait pas jusqu'où il va. Aujourd'hui, on a sur 8 milliards d'habitants sur la Terre, on a 6 milliards dans les pays non démocratiques. Donc, au vu de ça, c'est ça qu'on voit dans les décisions de l'ONU. Pourquoi leur décision, la plupart du temps, n'est pas conforme à ce qu'on appelle la démocratie, ce qui est dans l'Europe. On voit que l'ONU a bien du mal en ce moment. Hein. Non, même on avant. est entré dans... Oui, même avant. Mais là, on est plus que jamais entré dans l'ère de la loi du plus fort. On voit bien, une des raisons, c'est que ceux qui votent n'appartiennent pas, pour les plupart, aux pays démocratiques. Donc, quand on voit cette vision-là, de mettre dans la main de n'importe qui cet outil-là, comme Khamenei, il est évident et qu'il a envie de renforcer son pouvoir pour le faire. C'est une évidence. Et dans les 2 minutes et demie qui nous restent, tous les deux, j'avais envie de vous poser cette question-là, parce que là, vous avez parlé, Turquie, Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il faut à ces pays-là pour avoir une arme atomique? Parce que là, quand on entend l'Iran est à quelques semaines ou des décennies, en fait, c'est quoi? C'est qu'il faut des vecteurs, c'est-à-dire des sous-marins ou des avions, il faut miniaturiser. Il faut quoi? Il faut de l'argent, il faut des scientifiques? Les deux. Les deux, ça coûte cher, et puis ça prend des gens qui sont capables justement de produire. Il y a d'autres filières que l'enrichissement. Si vous utilisez par exemple les réacteurs canadiens CANDU, Canadian Deuterium Uranium Reactors, tels que ceux qui ont été vendus à l'Inde, utilisent du deutérium qui est de l'eau lourde. L'eau lourde, elle produit de façon naturelle, si je peux me permettre de parler ainsi, lors du fonctionnement du réacteur, elle produit du plutonium 239.
Et donc, dans un cas comme celui-là, le plutonium peut être utilisé pour faire une bombe. Au Japon, la bombe d'Hiroshima, c'était à l'uranium-235 et Nagasaki, 3 jours plus tard, c'était au plutonium. Fahimeh Robiol, justement, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, ce sera le mot de la fin. Si je suis l'Arabie Saoudite, par exemple, ou la Turquie, ou la Corée du Sud, ou la Corée du Sud, des pays riches qui ont de l'argent, et qu'aujourd'hui je dis je veux la bombe nucléaire, en combien de temps à peu près ces pays peuvent l'avoir? S'ils y mettent les paquets, il n'y a pas de sanctions, voilà. Je dirais il faut trouver de l'uranium. On a des pays africains qui le vendent volontairement, de l'enrichir, on connaît bien le processus, d'ajouter l'ensemble des équipements qui permettront qu'on miniaturise. Là, on l'a, il suffit de l'argent, des scientifiques. Et ça, ils les ont, les scientifiques? Ces pays-là les ont, les scientifiques, pour le faire? Aujourd'hui, malheureusement, on achète tout. On achète tout. Et donc, encore une fois, quelle échéance? C'est quoi? C'est quand un pays met le paquet, et ce sera le mot de la fin, c'est quoi? C'est des mois, c'est des années, c'est quelques années, c'est 10 ans pour avoir une bombe nucléaire? Si le projet de la partie d'enrichissement est parallèle à la partie non nucléaire, c'est-à-dire donc tous les dispositifs et équipements qu'il faut mettre en place pour que cet uranium enrichi ou plutonium puisse être converti à une bombe. Si c'est parallèle, c'est plus court. Comme ça a été fait. Une année, donc ça pourrait être une année et demie, 2 ans. Une année, 1 ou 2 ans. Si c'est l'un sur l'autre, ça pourrait être quelques années.